est-ce que dans 20 ans, il y a encore des gens qui font de l'illustration, quoi ? Inévitablement, au fur et à mesure où ça va s'améliorer, ça va copier l'homme dans sa manière de faire, dans sa manière de créer, dans sa manière d'agir. Est-ce que ça ne stoppe pas l'évolution de ta création ? Parce qu'on peut aussi avoir une tendance totalement inverse avec une législation qui tombe du jour au lendemain et plus d'IA. C'est pas envisager de faire autre chose, mais de le faire différemment. Aujourd'hui, finalement, on n'a plus trop besoin d'experts. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce temps fort ce soir qui réunit les deux clubs experts, donc qui sont Bring Your Own Dev et le comptoir de la com. Donc Bring Your Own Dev qui est plus adapté aux développeurs et le comptoir de la com pour tous les communicants ici présents. Donc les clubs experts notamment se tiennent pour les comptoirs de la com, dites-moi si je dis une bêtise, une fois par mois. Alors j'ai plus la date exacte, j'ai plus le jour exact. Le deuxième mardi de chaque mois, les Bring Your Own Dev, le premier mardi de chaque mois. Tout ça pour dire que vous êtes toutes et tous les bienvenus à ces différents temps forts. Léo de la brasserie s'occupe d'envoyer des newsletters pour présenter les différents sujets qui vont être abordés. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et donc le sujet de ce soir va tourner, ça paraît évident, autour de l'IA générative, c'est sur les bouches de tout le monde. Et l'idée c'est de faire une table ronde, un débat sur, non pas les avantages et inconvénients, mais plutôt qu'est-ce qu'on doit faire de ce nouvel outil, de cette nouvelle technologie, ce que ça peut nous apporter et quels peuvent en être les dangers. Voilà, donc je vais laisser maintenant Fabien présider ce débat. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci Bernard. Ça marche ? Il marche ce micro ? Ouais. C'est bon. Je fais aussi le régisseur salle, c'est pour ça que je me balade un peu. Bonsoir tout le monde. Je serai ce soir votre, je sais pas si on peut appeler ça maître de cérémonie ou ou en tout cas celui qui donne le bâton de la parole auprès de nos chers invités. J'ai préparé 3 thématiques pour essayer d'aborder ce thème, IA générative, révolution créative ou automatisation démesurée. Si vous êtes là, c'est qu'a priori c'est un sujet qui vous intéresse. Peut-être que vous avez pas mal de questions à ce sujet-là et on va essayer avec nos chers experts ce soir de savoir un peu ce qu'ils en pensent. Il y aura des pour, il y aura des contre, il y aura des débats peut-être, je l'espère... allez-y, rentrez. Il y aura des débats, je l'espère, mouvementés. Et j'aurai cette lourde tâche de réglementer ces temps de parole pour que chacun puisse s'exprimer et que ça ne déborde pas trop. On va commencer avec une petite présentation. On a quoi ? On a 1 heure à peu près ? Ok. 1h30. Ok, très bien. On va commencer avec une petite présentation. Comme l'a dit Bernard à l'instant, on a d'un côté... Alors là, vous vous êtes mis... ok, c'est parfait. Vous vous êtes mis parfaitement synchro, c'est plus facile pour les gens ce soir ici présents. D'un côté, les personnes qui représentent fièrement le comptoir de la communication, et d'un autre côté, ceux qui représentent... Alors, il nous manque quelqu'un ? Il sera là ou pas ? Ah, bon. Il y aura une chaise vide, sinon. Sinon, vous serez que 2, Bernard, Sylvain, à représenter la partie plutôt tech de Bring Your Own Dev. Eh bien, passons aux présentations. Mathilde, je te laisse commencer. Alors, juste, attends, je vais... Ah, bah, parfait, super. Alors, pour que la présentation ne s'éternise pas, je vais poser 4 questions. Ton prénom, ton nom. C'est écrit là, mais tu peux le répéter. Ce que tu fais dans la vie, c'est-à-dire rôle, fonction, expertise, en une phrase. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'était quoi ta dernière utilisation de l'IA générative ? Pour faire quoi ? Si tu en as une. Et enfin, la question mystère. Est-ce que tu es plutôt... Là, tu dois juste me répondre un mot. Est-ce que tu es plutôt flippé, excité ou indifférent face à l'IA générative ? Je dois répondre dans l'ordre là tout de suite ? Alors, nom, prénom. Wido Mathilde. Tu fais quoi dans la vie ?
Je suis designer textile, graphique et voilà, je réalise des identités visuelles, des illustrations, des designs textiles, entre autres choses. Ta dernière utilisation d'IA générative. C'était pour la génération d'un contrat, enfin des recherches pour des contrats de droits d'auteur et de royalties avec des clients étrangers qui exploitent mes dessins. Et du coup, j'avais besoin de sources, de modèles. Et voilà, j'ai utilisé Perplexity. Et ça a été assez pratique. Ok, donc, d'une manière générale, est-ce que tu es plutôt flippée, excitée ou indifférente face à l'IA générative? Flippé. Merci. Manuel, à toi. Alors, bonsoir, donc moi Manuel Verdiel, donc moi je suis graphiste, directeur artistique et puis illustrateur. Donc voilà, donc moi... Ta dernière utilisation dernière, de l'IA alors. générative. Donc moi je regarde ça un peu de l'extérieur, je l'utilise pas trop. J'ai eu l'occasion de le faire une fois de manière concrète. C'était pour concevoir un visuel pour une saison culturelle. Alors c'était un visuel associé à un spectacle, donc c'était pas le visuel général de la plaquette. Donc voilà, j'ai fait ça sur Adobe. Et voilà, en effet, ça m'a permis de gagner du temps et surtout de ne pas attendre que le visuel arrive, parce qu'en fait, je suis peut-être un peu trop long là. Non. Bon, voilà, j'aurais dû attendre le visuel du client qui n'est jamais arrivé, donc du coup, je l'ai fait moi-même, donc ça a été fait assez rapide et j'ai pu l'intégrer. Donc voilà, et de manière générale, je suis plutôt flippé. Ok. Si je vous coupe la parole, le prenez pas personnellement. Hein. C'est qu'on a effectivement un timing à respecter. Axel. Alors, bonsoir à tous, je m'appelle Axel Elie, je suis illustrateur indépendant au sein de la brasserie du digital et je n'ai jamais utilisé d'IA générative. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Ok, donc plutôt flippé, excité, indifférent. Plutôt très flippé, ouais. Très flippé, ok. Ça marche, merci. Simon. Bonjour à tous, moi c'est Simon Mazega, alors du coup je suis cofondateur de la société Tizi avec Sylvain, Fabien et Maël, et moi de mon côté je m'occupe de tout ce qui est visuel, donc je peux faire de la direction artistique, du design graphique, du design d'interface mobile, web. Et ma dernière utilisation de l'IA c'était pour faire un montage photo assez douteux, donc je ne parlerai pas, mais celle d'avant, je l'utilise souvent pour faire du montage, pour des contenus réseaux sociaux, pour me donner de l'inspiration, etc. Et je suis un peu excité, un peu indifférent, j'avoue. Entre les deux. Ok, super, merci. Sylvain. Ouais, bonjour à tous. Moi, c'est Sylvain Plot, comme Simon, Fabien et Maël à Tizi. Et moi, de mon côté, c'est plutôt le développement web et mobile que je fais. Et ma dernière utilisation de l'IA, c'était encore aujourd'hui, c'était pour générer des fiches produits, des descriptions produits pour un e-commerçant qui vend des snowboards et des skis à l'Alpe d'Huez. Et de manière générale, je suis plutôt excité. On en parlera après, mais j'ai plein de bons retours, moi, de mon côté, en tout cas. Ok, merci Sylvain. Bernard. Bonjour à tous, je suis Bernard Edarès, je suis directeur innovation chez Iris Interactive, juste en dessous. Donc moi, ça sera plutôt sur la partie tech. Ce que je fais chez Iris, c'est de la R&D, recherche et développement, et du développement de sites internet et d'applications mobiles. Ma dernière utilisation de l'IA, alors aujourd'hui j'en ai eu plusieurs parce que je fais de l'IA très régulièrement ces temps-ci. Ça peut passer par tout simplement de la correction orthographique ou bien de la reformulation de texte. Et ce matin, j'ai découvert un outil qui était assez pratique pour générer du code, faire ce qu'on appelle des preuves de concept très rapidement, qui s'appelle bolt.new. Voilà. Et concernant l'IA, je suis hyper hypé, c'est une super techno, mais je reste tout de même mitigé sur son utilisation. Ok, merci. Merci tout le monde pour cette présentation. Avant de toute chose, est-ce que vous savez ce que c'est que l'IA ? Alors, on va faire un petit truc. Levez la main si vous ne savez pas du tout de quoi on parle. Ça me rassure. Parce qu'on n'a pas le temps de refaire une définition complète. Par contre, je me permets quand même, avant qu'on parle entre nous et qu'on initie vraiment cette table ronde, je me permets de faire un bref rappel de ce dont on va parler ce soir, parce qu'on a tendance à appeler IA tout et n'importe quoi. Et là, ce soir, on va parler d'IA générative. Et c'est important de le préciser parce que IA générative n'est pas juste IA. Ou IA n'est pas juste IA générative.
On a l'impression que ça existe depuis 2 ans, avec ChatGPT notamment. En fait, l'IA, ça a commencé dans les années, je pense, 50, 60, la version non moderne de l'IA. Mais je ne vais pas revenir, rassurez-vous, sur l'historique. Donc je ne vais pas me taper tout l'historique de qu'est-ce que c'est que l'IA, etc. Je pense que vous n'êtes pas venus pour ça. Mais je dois quand même préciser ce qu'on appelle une IA générative. Une IA générative, c'est une intelligence artificielle donc, qui génère des contenus plus ou moins exclusifs. Donc on est là dans de la génération. Pour comprendre pourquoi on parle d'IA générative aujourd'hui, je dois quand même refaire un tout petit bout d'histoire. C'est la partie un peu chiante de ce soir. Ça a commencé dans les années, donc, comme je le disais, 50-80 à peu près, avec cette volonté, quand il y a eu l'informatique au sens large qui est arrivée, avec cette volonté de vouloir simuler les comportements humains. L'IA trouve ses fondements là-dedans. Il y a vraiment cette volonté de simuler comment l'humain fonctionne. Donc on trouve de l'IA dans de la robotique, on trouve de l'IA. L'IA, c'est pas juste informatique. Là où ça commence à changer, c'est dans les années 2010, où on commence à parler de machine learning et de deep learning, particulièrement de deep learning dans les années 2010. Pour faire une rapide explication entre machine learning et deep learning, la vraie différence entre les deux, c'est que machine learning, c'est simplement essayer de faire en sorte que la machine soit dans un processus d'apprentissage. Et deep learning, c'est qu'on crée des réseaux neuronaux, c'est-à-dire qu'en fait, pour faire simple, on parallélise un certain nombre de process, ce qui fait qu'on arrive à maîtriser, mesurer, apprendre dans une quantité de données infiniment plus grande que simplement du machine learning. Donc ça commence à dater. Et il y a un élément qui change tout et qui est vraiment le début de l'IA générative, c'est ce qu'on appelle les, je vais le faire en français, réseaux antagonistes génératifs. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, personne. Qu'on appelle également les GAN. Donc ça, c'est arrivé en 2014. Et les GAN, c'est vraiment ce qui permet de faire de la génération. Parce que le machine learning, finalement, c'est ni plus ni moins que on me donne des données et je dois apprendre je dois prendre des décisions de manière plus ou moins automatisée sur ces données. Par contre, on ne crée pas de contenu exclusif. Là où l'IA générative change la donne, c'est que la volonté, c'est de créer, c'est d'écrire un poème, c'est de générer du code, c'est de créer de l'exclusivité au plus proche de ce qu'un humain pourrait faire. Donc le GAN, finalement, c'est quoi? C'est 2 réseaux neuronaux qu'on vient mettre l'un en face de l'autre, pour faire simple. Il y a un réseau neuronal qu'on appelle générateur et un réseau neuronal qui est discriminatoire. Donc il y en a un qui génère un peu tout et n'importe quoi, je le fais très simple, hein, et il y en a un qui évalue constamment si ce qui a été généré, c'est pertinent ou pas, et si ça se rapproche de ce qu'un humain pourrait créer. Jusque-là, je ne vous ai pas perdu? Ok. Par contre, là où ça explose, effectivement, c'est dans les années 2020, avec notamment un modèle, donc il y a plein de modèles d'intelligence artificielle, et il y a plein de modèles d'IA générative, mais il y a un modèle qui se différencie en 2020, c'est GPT-3, qu'on ne présente plus, puisque c'est là-dessus notamment qu'est basé ChatGPT, qui est peut-être le plus connu, même s'il y en a plein d'autres, c'est peut-être le plus connu. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Tout s'emballe, il y a de plus en plus d'outils qui sortent pour générer tout et n'importe quoi. Ça peut être des musiques, ça peut être des textes, ça peut être du code, ça peut être des illustrations, ça peut être des noms de boîtes, des logos, on génère aujourd'hui à peu près n'importe quoi. Voilà pour cette petite définition. Moi, ce qui m'intéresse avec vous ce soir, c'est d'aborder 3 thématiques. Le premier thème, c'est l'IA générative dans le processus créatif. Dans chacun des thèmes, je vais poser des questions à nos experts, une question centrale et potentiellement des sous-questions. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous vivez les choses, comment vous voyez les choses dans le processus créatif d'un point de vue graphiste, illustration, et dans le processus créatif d'un point de vue tech. Parce que dans la tech aussi, il y a de la création, bien entendu. Donc la question est la suivante. L'IA générative est-elle un outil ou un acteur dans la création? Je peux développer un peu. Je vais commencer par donner la parole effectivement au côté créatif. Au côté, comment on peut appeler ça, graphique des choses. Un exemple, c'est aujourd'hui, vous pouvez facilement
plus facilement qu'avant en tout cas, créer des mood boards, tester des concepts rapides, sans avoir à vous coltiner la création de ces éléments-là, et en soumettant ce genre de travail à des IA génératives. Et donc, la question c'est, est-ce que pour vous c'est un outil, simplement un outil, ou est-ce que c'est un acteur dans la création ? Oui, bah, du coup, c'est les deux. Je pense que en effet, c'est un outil, donc il peut nous accompagner, mais il peut aussi avoir un rôle très important, voire éventuellement, bah, du coup, prendre notre place, quoi, dans la conception et dans la création. Donc, voilà. Donc après, c'est peut-être voilà, comment nous, on veut s'impliquer là-dedans. Je pense qu'on peut être tenté de déléguer complètement à une IA, ou alors mettre ça de côté et continuer un peu à besogner comme on a envie de le faire, quoi. C'est ça. Bon. Du coup, oui. Voilà, la question, c'est un peu, voilà, finalement, c'est la place qu'on peut donner à l'IA dans son processus créatif, quoi. Mais vous, toi par exemple, Manuel, quand tu utilises un outil tel que celui-ci, est-ce que enfin, comment tu t'en sers ? Ce qui m'intéresse, c'est comment tu t'en sers et quelle place tu lui donnes. Est-ce que toi, tu as déjà toutes les idées en tête et finalement, tu vois l'IA comme une sorte d'assistant, de commis de cuisine qui fait exactement ce que tu as en tête, ou est-ce qu'il va pouvoir t'inspirer, il va pouvoir créer des choses et faire de toi, en fait, finalement, un créatif encore plus créatif ? Alors, bah, du coup, je suis quand même mal placé parce que pour l'instant, je l'utilise très peu. Vraiment, je regarde ça de loin avec un regard un peu inquiet. Et j'ai pas envie de déléguer, en tout cas pour l'instant, ce processus créatif que moi j'aime mettre en place et que je. Voilà. En fait, c'est ça qui me plaît dans mon travail, c'est aussi la réflexion, la conception, c'est voilà, se prendre un peu la tête et vraiment voilà, creuser un sujet, un thème et essayer de. Voilà. Et en effet, je pourrais être tenté d'aller sur un logiciel, sur ChatGPT ou autre chose, et puis voilà, taper des mots-clés et voir ce qu'il me propose. Bon, pour l'instant, je le fais pas, quoi. Mais voilà. Ok, donc dans le processus créatif que toi tu as aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui vient éventuellement compléter ce que tu fais, soit pour gagner du temps sur certains sujets, mais c'est pas quelque chose qui est aux prémices de ton processus créatif. Alors pour le coup, voilà, moi, voilà, je l'utilise peu, mais si je l'utilise, c'est comme un outil. Voilà, c'est vraiment pour gagner du temps sur une tâche technique, quelque chose d'un peu, voilà, un peu pénible. Là, j'aurais tendance à l'utiliser. Mais tout, voilà. Donc c'est plutôt un tournevis électrique pour éviter d'avoir à Voilà. visser manuellement. C'est ça, pour toi. exactement. Ok, merci. Mathilde, peut-être, ou Simon. Axel, je te pose pas la question parce que tu l'utilises pas. Mais par contre, tu as peut-être un avis sur le sujet. Parce qu'on peut aborder, y a comment vous l'utilisez, comment vous le voyez, mais il y a aussi potentiellement les anticipations que vous en faites, les dangers. On peut partir plus loin que simplement ma question. Moi, de mon côté, c'est carrément un outil qui arrive à m'aider à supporter la frustration de ce que je sais pas faire techniquement. Tu vois, par exemple, quand je vais devoir faire une identité visuelle pour un client, genre j'ai mes idées, enfin j'arrive à en découler des concepts, mais parfois je ne saurais pas le réaliser techniquement. Par exemple, faire de la 3D, je sais très bien que ça pourrait aller à un client, sauf que je sais pas le faire. Et à partir de ce moment-là, je demande à une IA de me le générer. Et à partir de ce moment-là, ça m'aide vraiment dans la conception de mes visuels, de tout faire, quoi. Quand je sais pas le faire, je sais que je peux demander et ça me ressortira un résultat qui est plus qu'honnête, quoi. Ok, donc pour toi, c'est plutôt de la créativité augmentée. Ouais. Plutôt que de la créativité remplacée ou mécanisée. Ouais, exactement. Ouais. Ça m'aide à faire ce que je sais pas faire, en fait. La plupart du temps. Bernard, tu voulais réagir par rapport à ça ? Ça veut dire, juste une question, Simon, ça veut dire que tu te sers de l'IA comme véritablement, tu sais pas faire quelque chose, mais tu sais que ça peut correspondre à un client, donc tu vas demander à une IA de, entre bien des guillemets, le faire à ta place pour le réutiliser, ou c'est simplement pour te donner de la matière que tu vas réutiliser derrière ? La plupart du temps, c'est pour me donner de la matière que je vais réutiliser derrière. Je le prends pas tel quel, comme ça, quoi. La plupart du temps, il y a un retravail qui est fait derrière pour que ça colle mieux, mais voilà. Oui, parce que j'avais à peu près la même question, c'est que n'as-tu pas peur que, à force de proposer des choses que tu ne sais pas faire, qu'à un moment ce soit bloquant ? Parce que si tu proposes
finalement à un client un exemple de ce que tu peux faire mais qu'en fait tu ne sais pas faire, qu'en est-il de la suite? Je fais en sorte que ce soit pas le cœur du truc. La plupart du temps, je reste dans ce que je sais faire. Mais si par exemple j'ai besoin d'assets graphiques dans des trucs, Parle un peu plus proche du micro. quand j'ai besoin des fois des assets graphiques dont j'ai besoin, mais par exemple que je saurais pas faire, que ce soit du design isométrique ou alors de la 3D, là pour le coup, ouais, ça, je lui demande, tu vois. La plupart du temps, ce qu'on a fait pour toute la création de contenu, ce qu'on faisait sur LinkedIn et tout, c'était dans un truc que je savais. Enfin, on générait des visuels qui étaient dans un style que je savais absolument pas faire, mais je savais que ça pouvait coller, ça collait aux tendances de ce qui se faisait. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas eu de problème à me dire je passe par une IA pour le faire, quoi. Mathilde? Mais du coup, est-ce que ça stoppe pas l'évolution de ta création? Est-ce que ça stoppe pas ta créativité à un moment donné? Est-ce que ça freine pas plutôt que stopper, mais parce que ça devient facile, enfin pour l'avoir utilisé aussi, mais par contre, ça fait qu'on ne cherche plus les moyens de comment arriver à la réalisation, à la création de notre idée, et comment, à un moment donné, ça va pas freiner ta créativité et tout ce que tu as dans ta tête. Des fois, c'est peut-être le temps qui me manque pour essayer d'apprendre une techno. Tu vois, par exemple, je sais que la 3D, forcément, genre si j'y passe pas 30 heures par semaine, je sais que je saurais pas faire du tout le truc, quoi. Alors, encore une fois, genre ça me remplace pas totalement techniquement, je continue à faire comme je sais faire. C'est juste que ça m'aide à créer des choses que, pour le moment, j'ai pas appris à faire, quoi. Mais c'est pas pour ça que ça m'empêche pas de me dire putain, derrière, j'aimerais savoir le faire, quoi, par moi-même. Axel? Du coup, je voudrais rebondir sur un problème que suscite ce que tu fais, sans penser à mal forcément. Mais ce que tu fais via l'IA que tu ne sais pas faire toi-même, c'est un travail que d'autres personnes savent faire et qui du coup ne vont pas faire parce que tu te sers de l'IA pour le faire à leur place. Et j'ai un exemple assez concret avec ça, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais par exemple dans le domaine du livre. Je voudrais prendre l'exemple du livre Outre-monde, écrit par Hugo Way, édité en France par Actes Sud en 2019, qui avait pour couverture une peinture de l'artiste... attendez que je le retrouve. Le gros blanc, je suis désolé. Hein. De Jérémy Guette. Et la suite du même auteur, qui est elle aussi sortie chez Actes Sud en 2023 cette fois. Là, la couverture a été générée par une IA, imitant le style de l'artiste de la première couverture. Donc, ce que tu dis, c'est quoi? C'est en gros, on a remplacé l'artiste. Le travail est volé, en fait. Voilà, entre guillemets, oui. Ce qui amène à une pauvreté des créations, il y a une pauvreté de la création, il y a une perte de la valeur du travail, puisque maintenant une maison d'édition peut commencer à se passer d'un illustrateur pour faire ses couvertures, et ça peut généraliser à n'importe quel domaine. Alors peut-être qu'on prend un tout petit peu d'avance sur le thème d'après, parce que le thème d'après c'est l'IA redéfinit-elle les métiers. Mais on y viendra. Je garde ça sous le coude. Est-ce que, Simon, tu as envie de... T'as une réponse à apporter ou un complément? Déjà, parfois, les budgets clients qui ne permettraient pas de sous-traiter à une personne experte dans le métier, quelqu'un qui fait de la 3D. Enfin, je me vois mal, arriver par exemple, je fais un budget pour une identité visuelle, je donne des prix complètement alambiqués, mais genre à 1500 €. Si j'essaye de balancer ça, de me dire je vais sous-traiter une partie à un créatif 3D et tout, ça veut dire que je vais lui filer, j'en sais rien en fonction du temps qu'il prendra, mais 30, 40, 50% du budget, alors que par exemple ça fera que 5% de la valeur ajoutée en plus, quoi. De quoi?
Pardon, je dis non, mais quand tu envisages de sous-traiter à un autre graphiste ou un autre créatif ou à un autre corps de métier, c'est quelque chose qui, dès le départ, doit rentrer dans l'étude de prix et être proposé aux clients. Mais après, maintenant, les clients, de plus en plus, rechignent à payer le prix juste de ce qu'on fait. Et ça, c'est un autre... Ça, c'est le thème numéro 3. Voilà. On anticipe. Ce que j'ai pas précisé, c'est que si vous avez envie de poser une question ou d'interagir, voilà, c'est pas réservé, on n'est pas 8 experts qui, voilà, on sait tout. Et, non, donc interagissez, levez la main, il n'y a aucun problème. L'objectif, c'est que ce soit participatif et interactif. Donc, est-ce que quelqu'un a envie de réagir à ce qui a été dit jusque-là? Est-ce que vous avez, je sais pas, des cas concrets, des... Moi, je pense comme Simon, en fait, je pense que l'IA... Oui, bonjour, Didier Paulin. Donc moi, mon métier, c'est responsable cybersécurité, infrastructure. Donc je touche à pas mal de choses. Et comme dit Simon, je trouve que l'IA, ça permet de faire péter des verrous, en fait. Parfois, on a été bloqué sur des domaines parce qu'on n'avait pas la compétence sur un langage ou il manquait un petit truc pour pouvoir passer le gap parce que ça demande beaucoup de temps pour apprendre certains modèles. Et là, ça permet de faire tout sauter. Et je trouve qu'on atteint des buts qu'on n'aurait pas atteints. Et ça permet de monter le level et de voir atteindre d'autres buts. Donc moi, je trouve que ça me tire un peu vers le haut quand même par rapport à avant l'IA, après l'IA. Donc aujourd'hui, moi, je suis plus excité, mitigé peut-être un peu, mais quand même, il y a une bonne partie quand même qui est intéressante et qui, je pense, peut niveler le niveau par le haut. Après, bon, il y a des dérives, on en parlera un peu plus tard. Ok, merci Didier. Bah, de ce que je comprends, de ce qui est dit, il y a des craintes qui sont exprimées là-bas. On n'a pas encore parlé de la partie tech, mais de ce que je comprends, c'est que même toi, Manuel, qui est un peu plus, par rapport à Simon, qui est un peu plus, réservé sur ça, et ce que tu as dit aussi, Didier, c'est que vous voyez beaucoup l'IA générative comme une sorte d'exosquelette, c'est-à-dire que ça ne remplace pas l'humain, c'est plutôt quelque chose qu'on endosse, et qui fait qu'on peut porter des charges lourdes, et qui fait qu'on fait péter des barrières métaphysiques finalement, que sont le temps qu'il faut pour apprendre un nouveau langage, le temps qu'il faut pour apprendre une nouvelle compétence. Il y a un truc qu'on dit souvent, c'est qu'il faut 10 000 heures pour apprendre une nouvelle compétence. J'ouvre un nouveau sujet, je vais les fermer au fur et à mesure, mais on dit qu'il faut à peu près 10 000 heures pour apprendre une nouvelle compétence. Ça vient d'un truc assez précis sur, je ne sais plus qui disait ça dernièrement, mais sur les capacités au cerveau en fait pour créer de nouveaux mécanismes, pour faire en sorte qu'une compétence devienne un réflexe, ce qu'on considère comme étant une compétence pleinement acquise. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre, dès qu'on a le moindre sujet ou pour valider un concept, on ne peut pas se permettre de passer 10 000 heures pour valider un concept qui, si ça se trouve, sera un no-go derrière. Donc effectivement, le sujet c'est... Et ce que tu dis, Axel, c'est avant, quand on avait besoin de valider un concept, on allait voir un expert. Aujourd'hui, finalement, on n'a plus trop besoin d'experts. C'est le risque, en fait. Si je résume pas très bien, vous me dites. Si vous voulez compléter, il n'y a pas de... Côté tech, je suis curieux de... Est-ce que vous aussi, vous avez des processus de création, notamment ce qu'on appelle des POC? Complètement, ouais. Je ne sais pas d'ailleurs si ça parle à tout le monde, ce que c'est ce qu'on appelle un POC, une preuve de concept. Pas du tout. Comme tu le disais très justement, Fabien, que même les développeurs, de temps en temps, ils ont besoin d'être imaginatifs, notamment dans la création, de la conception de produits. On ne sait pas véritablement si ce qu'on peut avoir en tête va atteindre le marché espéré. Donc on ne peut pas se permettre de passer, encore une fois, 10 000 heures pour créer un concept ou lui donner vie de façon pérenne. Donc quand on parle de preuve de concept, c'est un prototype qu'on va monter très rapidement, qu'on peut potentiellement mettre entre les mains de plusieurs utilisateurs, plusieurs usagers, histoire qu'ils puissent valider le concept qu'on a pu s'imaginer. Néanmoins, ça, avant les IA, on savait très bien le faire. On le fait encore, même encore aujourd'hui, sans l'IA. De mon point de vue, et pour l'utilisation que j'en ai, l'IA, c'est un outil. Et de mon point de vue, il faut que ça reste un outil, même s'il peut être acteur, et je reviendrai dessus après. C'est un magnifique outil, justement, pour créer et générer des preuves de concept très rapidement. D'où la question que je posais à Simon. C'est pas parce que j'utilise l'IA pour générer des choses très rapidement
que je vais l'utiliser tel quel et le mettre entre les mains des utilisateurs. Ça va me permettre par contre de gagner un temps phénoménal, que ce soit en apprentissage de langage, que ce soit en apprentissage même de concepts, tout simplement, toujours lié à l'intelligence artificielle ou autre, puisqu'il n'y a pas que du code, des fois il y a des concepts aussi dans ce qu'on fait, qu'on doit maîtriser. Donc voilà, c'est un super outil et il ne faut pas par contre se suffire de ce que l'IA nous donne. Il faut le retravailler. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur le fait que ça peut remplacer des gens. Aujourd'hui, les IA, je parle bien de l'IA générative, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est imparfaite, elle fait des erreurs. Ce qui est généré, ça doit être revu et corrigé et potentiellement être remis entre les mains d'un expert. C'est pas parce que Simon il sait pas faire de la 3D, qu'il va demander à une IA de lui générer quelque chose en 3D, que c'est impec et voilà. Ok, j'ai compris comment ça marchait, j'ai pas encore les compétences, j'ai pas le temps. Bah, le petit POC que je vais avoir entre les mains, ou bien ce qui a été généré, je vais le remettre entre les mains d'un expert pour que lui, il puisse véritablement le faire évoluer et en faire quelque chose de vraiment concret et sur laquelle il pourra mettre sa patte à lui créative. Et c'est pareil de mon point de vue dans le code. Je ne suis pas expert dans tous les domaines en développement, et notamment, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, il y a ce qu'on appelle le développement front-end et le développement back-end. Front-end, c'est tout ce qui va être vu, notamment sur un site internet. Le back-end, c'est tout ce qui n'est pas vu. Dans mon travail de tous les jours, moi je suis plutôt développeur back-end, c'est-à-dire développeur de l'ombre, personne ne le voit. Par contre, quand j'ai besoin de réaliser des interfaces graphiques, moi je ne sais absolument pas faire, c'est pas mon boulot. On a d'autres personnes qui le font. Néanmoins, moi je sais que ça m'aide beaucoup à créer des interfaces graphiques très très rapidement. Ça va faire hurler à mon avis pas mal de DA et de développeurs front-end, mais je prends un screenshot ou bien un mock-up, une maquette plus ou moins aboutie de ce que je souhaite, je le donne à une IA, il me donne le code qui va bien. C'est super chouette, ça me fait gagner un temps phénoménal. Je vois Camille qui rigole, qui travaille également chez Iris Interactive et qui est lead dev front-end. Ça ne veut pas dire que ça va remplacer les devs front-end. Par contre, ça nous permet d'itérer très très rapidement. Et pour compléter, c'est un outil. En tout cas, moi, je l'utilise principalement comme étant un outil, mais également comme acteur, puisque je travaille avec de l'IA, ça m'aide tous les jours, mais on conçoit également chez Iris Interactive des produits qui eux-mêmes utilisent de l'IA, qu'on va mettre à disposition de nos clients. Et là, pour le coup, ils ont vraiment une position d'acteur. Typiquement, quand on conçoit un agent conversationnel, je préfère dire agent conversationnel que chatbot, on va dire chatbot pour que ça parle à tout le monde, là il devient vraiment acteur, l'IA devient vraiment acteur. Quand on conçoit également des outils type pour générer du contenu, encore une fois, ça reste une aide aux utilisateurs qui n'ont peut-être pas les moyens de payer des personnes qui vont faire leur rédaction de contenu. Là, l'IA devient vraiment acteur, en tout cas de mon point de vue. Voilà pour ce que j'en pense. Est-ce que Sylvain, tu veux compléter? Tu as été assez complet, mais je te suis sur pas mal de choses, notamment sur le fait que ça nous fait gagner un temps de fou en tant que développeur, mais par contre, il faut toujours lui donner de la donnée. La réflexion, on l'a toujours côté développement, c'est pour ça que quoi qu'il arrive, ça ne nous remplacera pas, ou du moins pas tout de suite, en tout cas, parce que quoi qu'il arrive, que ça soit en back-end ou en front-end, moi je le vois aussi en front, mais j'utilise un peu des deux côtés, mais notamment en back-end. En fait, en général, on va construire la logique dans notre tête, et si on veut faire gagner du temps sur certaines générations de code, en fait, on va lui balancer toute la logique pour que lui nous génère le code. Mais si on lui balance pas toute la logique ou juste un bout, en général, le code sera incomplet, et du coup, on devra le compléter. Et quoi qu'il arrive, c'est ce que tu disais, c'est que quoi qu'il arrive, il faut à la fin le remettre dans les mains d'un expert, parce que il n'y a jamais 100% de réussite sur un code généré, mais ça nous fait gagner. Par contre, au lieu d'y passer 5 heures à écrire un fichier PHP, par exemple, on va y passer que 30 minutes à vérifier et à adapter une seule fonction. Donc ça nous fait gagner, quoi qu'il arrive, un temps de fou côté développement. Et après, pour l'époque, c'est aussi un gain de temps, parce que ça nous fait des choses assez basiques, assez facilement. C'est tout ce qui va être complexe, où là, l'expert, quoi qu'il arrive, devra vérifier. Mais pour des choses assez basiques, pour créer une page facilement
en HTML, CSS ou créer des choses qui existent déjà, mais où on veut reproduire de manière similaire. Du coup, on a déjà en fait pas mal de données à lui envoyer et à lui dire reproduis ça en adaptant un peu certaines choses. Là, l'IA devient très forte et fait gagner pas mal de temps. Donc moi, je suis assez favorable à l'utilisation de l'IA en développement, quoi qu'il arrive. Mais après, par contre, ça remplacera jamais un développeur, et un mauvais développeur avec l'IA restera, quoi qu'il arrive, un mauvais développeur, je pense. Malheureusement pour eux, ils n'auront pas d'autre choix que de se former, parce que à la fin, le code il sera imparfait, quoi qu'il arrive, que ce soit par l'IA ou par un mauvais développeur. Donc l'expert, dans tous les cas, devra le corriger à un moment. Voilà. Je veux juste rebondir sur ce que tu disais entre les bons développeurs, les mauvais développeurs, etc. En effet, une personne qui est soit apprenant ou bien on va dire mauvais développeur, j'aime pas dire qu'il y a jamais de mauvais développeurs, il y a des développeurs qui n'ont pas toutes les compétences et ça s'acquiert, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Par contre, je pense que l'IA peut aider à s'améliorer. On a tout à apprendre, en tout cas de cet outil. Ça va nous générer des choses qui sont incomplètes, voire imparfaites. Par contre, peuvent nous proposer des choses qu'on n'aurait peut-être pas imaginées ou des choses qu'on ne connaît tout simplement pas, sur lesquelles on va pouvoir rechercher derrière. Je fais souvent le pendant, en tout cas c'est comme ça que je vois l'IA, en tout cas l'émergence de l'intelligence artificielle générative. Je le vois vraiment comme l'arrivée d'Internet. On se disait, oh mon Dieu, mais ça va remplacer tout ce qu'on fait aujourd'hui, on va plus rechercher dans des livres, etc. Non, je pense qu'ici, tout le monde présent, on a besoin de rechercher une information sur quelque chose qu'on ne connaît pas ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. On va aller chercher sur Wikipédia. Par contre, ce n'est pas la source de vérité. On va ensuite aller compléter à droite et à gauche. Et je pense que l'IA aide vachement dans le processus également d'apprentissage. Je vais juste compléter avant que tu enchaînes, parce que je vois que le temps... mais je vous laisse. Mais, on ira boire un coup après si tu veux, Bernard. Non, juste compléter, ouais. T'as très bien résumé. Le mauvais développeur, quoi qu'il arrive, ne restera pas mauvais développeur s'il apprend. Enfin. Et puis, on commence tous à un moment. Mais en fait, le truc, il faut juste bien prendre conscience que quand on fait du code et qu'on le génère via l'IA, il faut le vérifier et il ne faut pas en fait le prendre comme acquis et le mettre en copier-coller dans notre code source et l'envoyer au client, parce que là c'est là où on va pas progresser, on va mal utiliser l'IA en fait dans le code. Dans le code, il faut utiliser l'IA pour gagner du temps. Des fois ça va être des raccourcis, mais il faut toujours le vérifier ou toujours prendre conscience que ce sera pas une version finale à 100% fiable. Voilà. Alors là, vous soulevez un sujet qui est intéressant, qui était une de mes sous-questions, c'est qu'en est-il de l'apprentissage ? Moi, il y a quand même une question que je me pose et que je vous pose ce soir, c'est que dans 20 ans, y aura-t-il encore des experts ? Parce que l'IA change fondamentalement la manière dont on apprend. Le cerveau humain est de toute façon programmé pour prendre les chemins les plus courts, ce qu'on appelle la fainéantise ou la flemme. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi on passe 10 000 heures à apprendre à piloter un avion ? Pourquoi on passe 10 000 heures à apprendre à développer en Python ? Parce que jusqu'alors, il n'y avait pas 36 solutions. Si on voulait développer du Python, il fallait apprendre à développer du Python. Si on voulait créer des illustrations, il fallait apprendre à maîtriser les outils, il fallait apprendre les processus créatifs. Alors, piloter un avion, a priori, on est encore tranquille, même si bientôt les avions seront autonomes. En attendant, l'IA générative dans les métiers qui sont représentés ce soir, l'apprentissage a fondamentalement changé. Donc, est-ce que, selon vous, j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire, oui, un bon créa, un bon tech, il utilise globalement l'IA comme un outil et ça fait de lui une personne peut-être encore plus rapide, encore plus, compétitive, par exemple. Mais un junior qui arrive, qui ne connaît pas du tout vos métiers, est-ce que lui, il ne va pas se dire, moi, je fais que de l'IA, et dans 20 ans, il n'y aura plus d'experts ? Si on l'applique au domaine créatif, et notamment l'illustration, on peut imaginer qu'il n'y a plus d'intérêt à savoir dessiner, parce que finalement, avec des prompts et les bons mots choisis, on peut avoir un résultat hyper quali, et vraiment, voilà. Moi, si à 12-13 ans, quand j'ai commencé à dessiner ou à envisager de faire des études en art, si déjà j'avais vu avec quelle facilité on pouvait avoir ce type de rendu sans maîtriser la technique, je pense que j'aurais pas eu la même approche. Donc je me pose la question, est-ce que dans 20 ans, il y a encore des gens qui font de l'illustration, quoi ? Et franchement, je vois pas l'intérêt. Si la machine est meilleure que nous, pourquoi besogner, voilà. Rien qu'en termes de temps,
Comment moi je vais arriver à vendre une illustration que je vais faire en 3-4 jours, alors que l'IA va me la produire en quelques minutes. Ça fait une parfaite transition à notre thème 2, je le dis pour que tout le monde réussisse à suivre. Le thème numéro 2, c'est est-ce que l'IA générative redéfinit les métiers et quel rôle on peut envisager pour les humains face à ces outils. Je pose une autre sous-question de suite, comme ça je ne l'oublie pas. Si les créatifs ne sont plus les créateurs, est-ce qu'un jour les créateurs deviendront créatifs? Je vous laisse pas qu'avec ça je compléterai tout à l'heure. La vache. Je veux juste rebondir sur ce que tu disais et sur ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant sur la place de l'IA et on va dire le pouvoir génératif qu'il peut avoir. Les IA telles qu'on les connaît aujourd'hui, telles qu'on les utilise, elles ont été entraînées. Je reprends ce que tu disais en introduction, Fabien. Elles ont été entraînées sur des quantités phénoménales de données, que ce soit de l'image, de la vidéo, du texte, etc. Donc le texte qui va être généré, l'image qui va être générée, elle va être basée sur quelque chose sur laquelle elle a été entraînée. Donc je ne vois pas en quel point elle peut remplacer un humain dans le sens où quelque chose de nouveau qui a été créé, l'IA, elle ne sera pas capable de le faire. Moi, je la vois par contre comme un super outil de reproduction. Si on demande aujourd'hui à une IA, j'aimerais bien que tu me fasses telle illustration de la même façon qu'aurait pu le faire Monet ou bien Rembrandt, etc., elle le fera super bien. Et encore, un œil aguerri pourra très vite voir que c'est une IA qui l'a généré. Parce qu'elle va avoir plein d'hallucinations et notamment des choses qu'elle ne sait pas très bien faire, même si elle s'améliore aujourd'hui, que ce soit les oreilles, les mains, etc., ça se voit très très vite. Alors justement, pour faire suivre à ce que tu dis, j'ai un peu de mal à comprendre comment tu peux être si sûr qu'on ne sera pas remplaçable à l'avenir. Parce qu'en 2021, je regardais les IA d'un œil un peu lointain et ça me faisait rire tellement c'était mauvais. Aujourd'hui, avec les progrès qu'il y a eu, je rigole plus trop. Parce que c'est vraiment impressionnant les progrès qui ont été faits en seulement 3 ans. Donc, qu'est-ce que ce sera dans 5 ans? Qu'est-ce que ce sera dans 10 ans? Qu'est-ce que ce sera dans 20 ans? Parce que faut pas se voiler la face. La plupart des gens vont pas forcément chercher l'authenticité d'une image, ils vont surtout chercher l'efficacité. Et l'IA commence à fournir cette efficacité, même si elle a un aspect un peu générique, ça va correspondre à la plupart des gens. Ouais, je crois que Manuel voulait dire. Oui, je voulais répondre à ce que tu disais, dans le sens où tu disais que l'IA s'inspire. Mais moi, quand je travaille, je m'inspire. Moi, j'invente rien. Et je pense que je pense que 99% des créatifs, ils inventent pas. Ils s'inspirent, ils remodèlent tout ça, ils mélangent tout ça et ils proposent une production. Donc en fait, le processus créatif entre une IA et moi est la même. Sauf que moi, j'ai moins de références qu'une IA, je suis moins rapide qu'une IA, donc je pense sincèrement que je fais pas le poids face à une IA. Et en effet, pour l'instant, une IA, elle fait des réponses un peu hasardeuses. De temps en temps, ça marche pas. Il y a des erreurs, ça fonctionne pas. Mais j'imagine qu'à ce rythme-là, dans quelques temps, dans quelques mois, quelques années, ils vont corriger tous ces défauts-là. Et en effet, ça sera compliqué de se faire une place à côté de ça, quoi. Voilà. Tu fais bien de parler de cette imitation de l'homme. C'est pour ça que je le rappelais au début aussi et que je me suis permis de faire ces quelques définitions. C'est qu'effectivement, l'IA, elle est programmée, elle est développée depuis le début, depuis pas tout à fait un siècle, mais presque, pour ressembler à l'homme. Donc inévitablement, au fur et à mesure où ça va s'améliorer, ça va copier l'homme dans sa manière de faire, dans sa manière de créer, dans sa manière d'agir. Coupure. Bon, c'est pas très grave, de toute façon la présentation ne servait pas à grand chose. Non, mon ordi il marche. Mais c'est bon, voilà. Petit AVC de la part du vidéo proche. Pardon ? C'est géré par une IA. Moi j'avais une sous-question qui est importante pour raviver ce sujet qui est hyper intéressant. C'est, on l'a vu il y a un siècle, les métiers, si on compare aujourd'hui par rapport à il y a un siècle, les métiers ont considérablement évolué. C'est pour ça que j'avais mis cette photo, c'est qu'à une époque,
le travail était très manuel. Maintenant, il est énormément mécanisé, pas partout heureusement, mais il est énormément mécanisé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une autre sous-question que je vous pose, les créateurs, donc au sens large, hein, c'est-à-dire créateurs dans la tech, c'est-à-dire les créateurs de valeur au sens large, est-ce qu'ils ne sont pas en train de devenir simplement des curateurs? Et pour ceux qui ne savent, qui sont peut-être pas à l'aise avec ce terme de curation, de curateur, ce que j'appelle curateur moi en tout cas, c'est celui qui va affecter, gérer des ressources. Pour le dire autrement, c'est celui qui va correctement générer des prompts. En gros, un curateur, c'est celui qui fait un choix dans tel prompt, tel contenu. Tu me prends effectivement tel modèle et puis tu me le répliques. Ça, c'est le travail d'un curateur. Et finalement, c'est pour ça que je posais la question au début, si finalement les créatifs ne sont plus les créateurs, parce que les créateurs deviennent des curateurs, là il faut rester connecté, au bout d'un moment, à force de faire que le métier de curateur, est-ce qu'on peut toujours rester créatif? Alors déjà, est-ce que vous pensez qu'à terme, tout le monde va devenir curateur? Première question. Et deuxièmement, est-ce qu'on peut rester créatif? Il y a une donnée qu'on n'a pas non plus, c'est la réglementation. Parce que j'ai l'impression que pour le moment, c'est l'anarchie. Tout le monde peut utiliser l'IA-Gen comme il veut, comme il l'entend. C'est accessible à n'importe qui. On ne parle pas des dégâts écologiques que ça crée, etc. Mais du coup, là, tant que c'est pas réglementé, on ne sait pas en fait jusqu'où ça peut aller. Parce que si ça se trouve, ce sera bientôt accessible qu'aux personnes dont c'est le métier. Enfin, c'est tellement vaste, c'est tellement varié que je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment répondre à ça. Tu mets trop d'intelligence dans ta réponse. Non, effectivement, on ne peut pas anticiper parce que c'est très difficile de savoir dans 1 an, dans 10 ans. Mais partons du principe qu'on continue cette tendance. On peut se projeter peut-être. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, il y a des métiers qui se sont créés, il y a des postes qui se sont ouverts. Il y a même des expertises qui se sont créées, alors qu'une véritable expertise, encore une fois, c'est au moins 10 000 heures. Et il n'y a personne, à mon avis, qui a fait 10 000 heures de prompt engineer, je ne sais quoi. Donc, moi, je suis pas censé donner mon avis, c'est pour ça que je vous lance la balle. Et il y a des remarques qui sont faites sur effectivement les créateurs vont peut-être finir comme uniquement des curateurs, au même titre que avant, quand on quand on fabriquait des couteaux. Bon, il y a encore de la fabrique artisanale, mais avant, quand on fabriquait des couteaux, c'était une vraie expertise. Aujourd'hui, finalement, quand on fabrique la plupart des couteaux de manière industrielle, finalement, on sait manipuler des ordis qui fabriquent les couteaux à notre place. Est-ce que là, on n'est pas en train d'assister, en tout cas dans les métiers du numérique, à la même chose que ce que je viens de dire dans l'artisanat, par exemple? C'est ça qui nous fait peur, en fait. C'est de notre côté du banc, sauf Simon qui est au milieu. Mais non, c'est ça qui nous fait carrément peur, parce qu'on se dit que n'importe qui aujourd'hui qui sait faire un bon prompt, il peut sortir une belle... J'ai essayé de sortir des choses... graphiquement et tout, et j'ai été surprise en bien du résultat, et je me suis dit merde. Donc ce qui fait peur, et ça a été vite, parce que je suis pas une pro du prompt et c'est pas mon truc. Donc j'ai quelqu'un qui sait bien gérer le truc et qui a son idée en tête, qui sait exactement comment orienter son outil, parce que pour le moment c'est un outil. Il y aura toujours besoin de quelqu'un, oui, derrière, d'un curateur, comme tu dis. Mais je pense qu'il sera bon en prompt. Il faudra quand même qu'il ait un peu d'imagination. Ouais, une culture... encore la culture graphique, j'aime... Je sais même pas. C'est une culture graphique dans le sens où il est habitué à l'image, et il est curieux, et il a ce goût de l'image, et de faire des recherches et de se laisser influencer par tel ou tel style et tel ou tel artiste. Donc, additionner en effet avec les bons mots et les bonnes formules, et en effet, il fera notre boulot dans quelques temps, je pense. Donc la crainte n'est pas tant de se faire remplacer par la machine, mais plutôt de changer de métier. Faire un métier qui ne vous plaît pas. Parce qu'en tant que créatif, c'est pas du tout le même. Ouais, voilà, c'est exactement là-dessus que je voulais rebondir. Finalement, est-ce que c'est pas autant pour les créateurs, aujourd'hui, je vais parler
des créas et puis des développeurs, mais ça peut s'adresser à n'importe quelle couche, j'allais dire, de la société, de peut-être changer un petit peu nos habitudes, tout en prenant en compte ce que tu disais par rapport aux soucis écologiques qu'il faut surtout pas négliger, mais là n'est pas le débat. C'est savoir finalement utiliser ce nouvel outil pour que ça réponde à nos besoins. Je vais prendre des exemples, que ce soit dans la création graphique ou la création musicale. Oh mon Dieu, mais quand il y a des logiciels, les logiciels de création sonore qui sont sortis, mais tous les musiciens ont dû se dire, mais c'est bon, en fait, mon boulot, il sert plus à rien. Les ingé sons ont dû se dire, mais ça sert plus à rien ce que je fais, je vais être remplacé par une machine. J'allais pas dire ils ont dû évoluer dans le même sens, puisque c'était quelque chose qui était en train de se généraliser. Je parle notamment de la création sonore, même si j'ai pas beaucoup de compétences là-dedans, mais j'ai quand même regardé un petit peu. Ils se sont habitués à utiliser ces nouveaux outils pour que ça réponde à leurs besoins, proposer des choses nouvelles. Est-ce que, et c'est plus une question pour les créas, est-ce que ça peut pas être un outil supplémentaire qui vienne vous compléter, pas que vous faire gagner du temps, mais en tout cas améliorer certaines choses que vous feriez habituellement, voilà, tout simplement. La différence avec des musiciens, c'est que les musiciens, c'est des artistes et que nous, on est des prestataires. Et en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est que du coup, l'IA nous pousse donc finalement à avoir des... En tout cas, moi, je pense que l'IA va faire baisser les prix de nos prestations parce que finalement, ce qu'on mettait en 3 jours, ce qu'on faisait en 3 jours, en une semaine, on le fera en une demi-journée. Donc moi, à mon échelle, comment je vais faire pour pallier ça? Est-ce qu'il va falloir que j'ai 10 fois plus de projets? Ce que j'aurais pas, parce que je vais pas, voilà, j'ai des projets tout au long de l'année, mais je peux pas les multiplier. Et donc, justement, contrairement, je pense à l'univers musical, où en effet on pourrait se dire, tiens, en effet les logiciels de musique ont permis de faire sortir des talents. Il y a eu plein de productions, mais on est vraiment dans une autre démarche, parce qu'on est dans une démarche artistique, et que nous c'est un service, quoi. Donc voilà, c'est pour ça. Je voulais dire ça. Vous avez soulevé un truc intéressant que j'ai capté, c'est la dépendance énergétique. Vous le savez peut-être pas, mais une IA, ou peut-être que c'est évident pour tout le monde, mais une IA, c'est consommateur de ressources, mais comme on n'a jamais fait pire auparavant. Il y en a qui estiment que d'ici 2030, ça va représenter entre 25 et 30% de nos besoins en énergie, besoins mondiaux, ce qui est juste énorme, c'est près d'un tiers, enfin c'est à peine un tiers, juste dédié à l'IA. Et quand on sait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA pour générer des images de Dora l'exploratrice avec un hot dog dans les mains, voilà, on se dit c'est pas tenable. Donc où est-ce que la limite, selon vous, doit être fixée? Est-ce que c'est au niveau de la législation? Est-ce que c'est au niveau du prix? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, si on cite ChatGPT, ChatGPT, c'est une boîte qui creuse un déficit de 5 milliards chaque année. Donc c'est une boîte qui certes lève des fonds à n'en plus finir, mais qui n'est pas rentable. Est-ce que cette boîte sera rentable un jour? Le jour où ils font x10, x100 sur leur prix. Et là, si c'est x10 ou x100, les barrières à l'entrée qui sont toutes baissées, ce qui a été dit notamment à plusieurs reprises ce soir, vont peut-être être réaugmentées parce que ça ne sera plus à la portée de tout le monde. Donc, où est-ce qu'on fixe la limite au niveau de cette dépendance énergétique? Où est-ce qu'on fixe la limite? Est-ce que c'est un produit, un outil qui doit être dans les mains de tout le monde, selon vous? Moi, je pense que c'est par l'éducation déjà que ça doit passer. C'est au niveau des générations là, qui arrivent et qui sortent de l'école, ou même nos enfants. Faut leur apprendre que utiliser ChatGPT pour travailler, ou alors générer, je sais pas, le pape en maillot de bain pour s'amuser, c'est le premier truc qui m'est venu. C'est du vécu. Non. C'est pas. Alors c'est là où du coup, oui, c'est peut-être rabat-joie, mais ça engendre vraiment des dépenses énergétiques, et ça fait du mal à notre petite planète. Donc je pense que ça doit passer par là avant tout. Pour compléter, moi j'aime bien comparer ce qui se passe aujourd'hui avec les IA avec la révolution industrielle, parce que c'est comparable en termes de duplication de production de contenu.
Là où la révolution industrielle, c'était une duplication de notre production matérielle, l'IA nous permet une révolution de la duplication des données numériques. Et justement, je pense que ce sur quoi on doit tendre, c'est vraiment un esprit de sobriété, parce qu'il y a, comme il n'y a aucune législation, aucune limite, en ce moment même, il y a des niches de sujets, que ce soit dans la vidéo surtout, où il y a des flots continus de vidéos qui sont produits tous les jours, des milliers de vidéos et tout, et c'est plein de données qui vont générer de la ressource pour être entretenues. Et je pense qu'on n'est pas même pour l'instant de se rendre bien compte de l'océan de contenu numérique que c'est en train de produire actuellement, et donc des ressources que ça va nous coûter sur le long terme. C'est très juste. Bernard? Je voulais juste compléter ce que tu disais. C'est sûr que ça va passer par j'allais dire un apprentissage. Il faut que les nouvelles générations, en tout cas les générations qui vont naître avec l'IA, soient acculturées à ça, sachent que ça va être et c'est énormément consommateur d'énergie. Malgré tout, ça changera pas la donne. De mon point de vue, c'est peut-être un petit peu pessimiste, mais ça changera pas la donne, même si je suis un utilisateur régulier des intelligences artificielles. Plus qu'apprendre à être sobre, de mon point de vue, c'est également aux providers d'IA d'être conscients que c'est extrêmement consommateur. Aujourd'hui, quand on parle d'IA, je ne sais plus si tu en as parlé, Fabien, il y a ce qu'on appelle des LLM, des Large Language Models, qui sont de plus en plus volumineux, qui sont capables de comprendre de plus en plus de choses, de comprendre de plus en plus de contexte et de reformuler quelque chose qui soit très très proche de l'humain. Est-ce qu'on en a besoin tous les jours ? Je pense pas. Des LLM, des IA qui seront peut-être plus spécialisés, donc avec moins de paramètres, qui seront moins consommateurs, ça aidera également. Ça consommera toujours, mais ça consommera moins. Mais on ne peut pas se cacher derrière ça, que ce soit OpenAI, Mistral ou autre. Oui, c'est énergivore comme c'est pas permis, comme on l'a jamais vu avant. Quand on voit combien coûte une requête sur Google et quand on regarde combien coûte un prompt, c'est du simple au double, voire plus que ça. Là, j'image à peine. Donc, de mon point de vue, c'est aux providers de ces IA d'être conscients de ça et de tout mettre en œuvre pour limiter l'impact écologique du mieux qu'ils le peuvent. Là, c'est comme si tu demandais à les industries du charbon de faire attention à la production qu'ils produisent pour éviter d'impacter l'écologie. C'est vrai, j'en reviens à ce que tu disais. C'est la législation, à un moment donné, qui leur a dit, messieurs, dames, vous ne pouvez plus continuer à faire ça, il va falloir que vous fassiez quelque chose et que vous utilisiez maintenant des énergies propres, parce qu'on ne va pas pouvoir tenir bien longtemps comme ça. Donc en effet, peut-être que ça va être aux États d'imposer une certaine législation à ces entreprises pour qu'elles mettent justement tout en œuvre pour être moins consommatrices. Mais on va forcément passer par là, au détriment de ce qu'elles sont capables de fournir aujourd'hui. C'est sûr qu'on va peut-être être obligé de se suffire de moins de choses que ce que les IA peuvent nous donner aujourd'hui, ce qui laissera peut-être un petit peu plus part à votre créativité, justement, les créateurs, et nous aussi, à un petit peu plus réfléchir à ce qu'on fait et moins demander aux IA de générer des choses pour nous. Alors, je pose une suggestion ici, et je veux bien avoir votre avis. Est-ce que ce ne serait pas finalement, à vous entendre, pertinent de proposer, au même titre qu'on a le permis de pêche, le permis de chasse, le permis de conduire, le permis d'utiliser une IA générative, finalement? Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, parce qu'on parle de législation, oui, mais il y a plein de manières de faire de la législation. Il y a la législation, taxe carbone, ce genre de choses, et il y a la législation, il y a la carotte et le bâton, quoi, en fait, tout simplement. Est-ce que ce ne serait pas pertinent d'instaurer un permis d'utiliser ce genre d'outils ? Parce qu'il y a des dangers, vous avez évoqué plusieurs dangers. Il y a l'appauvrissement général, finalement, de la créativité humaine et de la curiosité humaine et de la capacité d'apprentissage de l'humain. Et il y a également un danger écologique parce que c'est pas anodin en termes d'utilisation. Donc finalement, comme on a besoin d'avoir des experts qui apprennent et qui deviennent de vrais experts, et on n'a pas besoin d'avoir des experts en prompt, je pense qu'on a besoin d'avoir des vrais experts d'expertise. Donc est-ce que ce ne serait pas pertinent selon vous d'instaurer un permis ?
de mon point de vue, c'est comme si tu mettais un permis de consommer quand tu vas acheter des choses dans un magasin, parce que tu as peur que finalement, il y a trop de plastique, etc. Donc tu vas trop polluer. Ça me semble un petit peu compliqué de mettre ça en place. Ça reste mon point de vue. Mais... Tout le monde est d'accord avec Bernard? Non, si, pour le coup, je suis un peu d'accord. Et puis, même un permis, mais sur quelle base? Parce que l'IA, c'est assez accessible. Donc, sur quels critères on se base pour délivrer un permis ou non aux personnes qui peuvent les utiliser? Ce que vous avez dit depuis le début, c'est un fabuleux outil. Je pense qu'il n'y a pas de réserve là-dessus. Alors, c'est peut-être plus réservé, de cette table, mais tout le monde dit que globalement, c'est un fabuleux outil, mais à condition que de base, on ne soit pas un total ignorant du domaine dans lequel on lui demande de générer. Ça devient un outil dangereux dès lors où on a un ignorant qui, par exemple, s'improvise chef de la cybersécurité de la NASA, parce que, on a parlé cybersécurité tout à l'heure, parce que finalement, il sait bien se vendre, il a fait un beau CV et qu'il explique à quelqu'un qui connaît rien en cybersécurité qu'il connaît tout grâce à 3 prompts qu'il a générés la veille. Je réagis par rapport à ça. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire, mais plus que d'instaurer un permis, c'est plus alors je vais mettre encore des guillemets, aux sachants d'apprendre à détecter les personnes qui utilisent l'intelligence artificielle à outrance plutôt qu'autre chose. Mais de mon point de vue, on doit apprendre à détecter ça a été généré par une IA ou non, d'autant plus qu'il existe déjà des services aujourd'hui qui nous permettent de détecter ce genre de choses. Alors si on en revient à notre thème numéro 2, l'IA générative qui redéfinit les métiers, aujourd'hui, et c'est d'ailleurs une belle transition pour ma thématique 3, c'est pas très fluide, mais je vais vous demander un petit retour dans le passé, c'est pour ça que je vous amène petit à petit vers cette thématique. L'IA, effectivement, surtout générative, c'est une révolution assez récente. Il y a un exercice qui est assez traditionnel quand on veut essayer d'anticiper ce que tu disais, Mathilde, tout à l'heure. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 2 ans. Il y a un exercice assez traditionnel et qui fonctionne bien pour essayer de se projeter vers l'avenir, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, tout simplement. Et est-ce qu'on peut tirer des parallèles avec des situations plus ou moins équivalentes et des situations sur lesquelles on a du recul aujourd'hui et pour lesquelles on peut se dire, voilà les dangers qu'on n'avait pas vu venir il y a 50 ans. On peut parler d'agroalimentaire, voilà un sujet que je vous pose comme ça. On a parlé d'ultra-mécanisation, d'ultra-industrialisation. Aujourd'hui, on se rend compte que ça nous manque un peu, le côté artisanal, ça nous manque un peu le côté le poissonnier qui connaît très bien son produit, le boucher qui connaît très bien son produit. Aujourd'hui, c'est des robots qui n'ont pas d'éthique. Est-ce qu'on peut tirer quelques parallèles et qu'est-ce qu'on peut projeter où il n'y a peut-être aucun parallèle à tirer? Un des trucs de l'IA en ce moment, c'est que ça s'adresse, enfin là on le disait, c'est que ça passe par l'éducation, l'utilisation, mais c'est que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et par rapport au passé, là en l'occurrence, quelqu'un qui sait allumer un ordinateur, qui sait aller sur Google, sait utiliser l'IA parce qu'il peut très bien aller sur ChatGPT et faire ce qu'il veut. Et donc là, c'est le plus compliqué, c'est pour le grand public de réussir à déjà l'utiliser correctement. Et après, pour nos métiers, donc tout dépend des métiers, mais effectivement, ce que tu disais aussi, Fabien, c'est le parallèle avec le poissonnier ou avec... en fait, là actuellement, un des arguments de vente de pas mal de gens, c'est le côté artisanal du produit, c'est le côté expert qu'il y a derrière. Donc, je pense que dans tous les cas, en fait, on ne pourra pas perdre ce côté expert, que ce soit dans le créatif ou dans le développement, parce que, en fait, on l'a vu avec n'importe quel métier qui s'est automatisé, où il y a des automatisations. Derrière, en fait, l'argument de vente, c'est toujours l'humain qu'il y a derrière, et c'est toujours la connaissance et l'ancienneté, souvent. Donc, je pense que, quoi qu'il arrive, ça restera un outil qui sera utilisé des fois à très grande échelle dans des métiers, mais il y aura toujours un expert, il y aura toujours un connaisseur derrière, parce que c'est ce qui se passe à chaque fois, et c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est que en fait, ce qu'on aime bien, c'est
c'est aller chez le petit producteur, acheter nos fruits et légumes, et c'est pas aller chez le grossiste qui gave ses trucs d'OGM, ou d'aller chez... Enfin, c'est toujours le petit producteur du coin plutôt que le grand supermarché, quoi. Donc je pense que ça va faire à peu près pareil, c'est qu'à un moment, il va y avoir une bascule et ça va revenir un peu sur l'expertise, parce qu'on va s'apercevoir que l'IA, elle fait pas tout. Moi, c'est comme ça que je vois À un détail près, et après je passerai la parole à Mathilde, c'est que dans ce que tu as dit, il y a une réalité économique. Là, tu as tiré quelques parallèles intéressants, notamment les supermarchés. Je parlais que de ça. Aujourd'hui, on remarque bien que les supermarchés, ils sont loin d'être en risque et ils fonctionnent bien. Et finalement, le petit primeur du coin devient un luxe. C'est-à-dire dans des métiers où tout a été ultra industrialisé, ultra mécanisé, ultra robotisé, finalement, l'humain, il est toujours là, mais dans une proportion beaucoup plus petite, et ça devient un luxe. Donc, est-ce que la réalité économique ne va pas l'emporter face à ce désir d'avoir effectivement toujours un luxe, d'avoir un humain derrière une action? Alors oui, c'est très intéressant, et je pense que... Alors non. Non, si, c'est hyper intéressant, et je pense que... Enfin, moi, ma vision, c'est que quoi qu'il arrive, ça va faire diminuer drastiquement le nombre de développeurs ou le nombre de créatifs dans les années à venir, parce que ce que tu disais, ce que vous disiez, je sais plus qui c'est qui le disait, que dans tous les cas, ça allait... Enfin, l'apprentissage, quand on voit que l'IA, elle fait ce qu'on pourrait faire après 10 000 heures de travail, 10 000 heures d'apprentissage, en fait, on va pas passer les 10 000 heures, on va passer par l'IA, et du coup, on va moins devenir un expert, on va moins apprendre ce métier. Je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi que ça va rebuter, mais je pense que quoi qu'il arrive, en fait, ça ne tuera pas nos métiers, ça va juste faire un peu de la sélection, et il y aura ceux qui sont réellement experts, et il y a ceux qui seront aussi très bons à l'utilisation de l'IA, je pense. Ouais, il y avait des volontés de parler par là-bas. Mathilde? Mais en fait, ça change notre métier. Si nous, à l'avenir, on doit devenir expert en graphique, en créa graphique et tout ça auprès de l'IA, moi, perso, c'est pas une évolution que j'envisage et qui me fait envie. Mon expertise, je l'ai là, aujourd'hui, dans ce que je fais. Mais j'aime aussi dessiner, faire mes créas, faire tout le process créatif. J'aime passer, c'est un truc qui me fait vibrer, et je bosse par passion. En tout cas, j'avance comme ça. Mais si un jour je garde l'expertise, ça me va. Mais si je touche plus mes crayons et si je touche plus à tout ça, je vais avoir un petit vide. Oui, je voulais juste compléter. On peut peut-être envisager qu'il y aura une sorte de label, une sorte de tampon avec un graphiste sans IA, quoi. Et puis comme un artisan chocolatier ou comme un ébéniste, je sais pas quoi. Donc, voilà. Non, et puis pour compléter ce que tu disais, effectivement, il y aura peut-être toujours un humain derrière pour s'assurer que tout est correct, que ça correspond à ce qu'ils veulent et tout. Et il y aura sûrement des gens qui vont s'en sortir avec le label artisan. Les meilleurs, en tout cas, attireront par leur côté artistique et fait main. Mais du coup, pour tous les autres, parce que du coup, on concentre la capacité de création et de gestion vers un seul poste. Et du coup, il y a plein de postes qui sont supprimés, même s'il y en a quelques-uns nouveaux qui sont créés. On centralise tout au niveau d'une personne qui va être spécialisée pour tout gérer. Mais du coup, tous les autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir après ? Le parallèle avec la question, si on compare avec le passé, quand, je sais pas, maintenant on va dans une banque, on est face à un guichet et des boutons. Avant on y allait, il y avait la petite dame, le petit monsieur, j'en sais rien, il y avait un côté humain. Et à ce moment-là, on trouvait ça très pratique pour un côté rapide, pour un côté tout ça qui est un guichet. Mais là aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas devenir ces futurs, ces anciens ex-guichetiers, guichetières? Voilà.
Mais justement, par rapport à un parallèle qu'on peut tirer aujourd'hui, on remarque, là je vais plutôt aller dans le sens des pros de l'IA, aujourd'hui on remarque qu'il y a quand même un retour en force à l'ultra-relation. Donc peut-être que l'IA, c'est finalement le point de basculement, l'IA générative, toujours pareil, c'est peut-être le point de basculement pour que, enfin, on retrouve des humains à la machine, parce que ça devient, on le voit de plus en plus, c'est encore assez timide, mais ça devient un véritable argument commercial et marketing que de dire c'est des vrais humains qui vous parlent, c'est des vrais humains qui vous répondent, c'est des vrais gens de la vraie vie, comme on dit. Et peut-être que ça va apporter ce point de bascule parce qu'on sent que là, il y a un truc qui est en train de se passer à ce niveau-là. Alors, peut-être, en effet, ça serait chouette, mais il y a aussi le fait qu'on va être capable de produire encore plus vite. Et tu parlais des messieurs au guichet à la banque. Est-ce que toi, tu serais prête à prendre rendez-vous à une heure précise ou à faire la queue pour aller tirer de l'argent à la banque? Je crois pas. Je pense que... Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu vas à la tirette et tu veux tes sous tout de suite, quoi. Donc je pense que de savoir qu'on peut avoir un logo en 5 minutes ou une mise en page ou un web design ou je ne sais quoi, il y a ça aussi, c'est qu'on va... Il y a la possibilité d'avoir quelque chose de vite et de rapide qui va être à portée de main. Donc comment nous, on va justifier le fait d'être plus lent, de passer du temps, voilà. Et je pense que voilà. On va éduquer les gens comme ça, une fois de plus. Comme nous, on l'a senti déjà avec les années, puisque les logiciels ont changé, que les outils ont évolué, qu'il y a des choses qu'on faisait en 2 jours, et maintenant, si on ne l'a pas livré en 2 heures, le client ne comprend pas. Donc cette possibilité aussi d'avoir un rendu très vite, je pense que ça peut faire du mal au métier, quoi. Moi, je pense que ça va émerger vers des ultra-experts, en fait. Parce que si je prends un parallèle par rapport à mon métier, où on a besoin de faire du diagnostic terrain, donc sur le terrain, il faut y être. Mais le technicien, quand il commence sa carrière, il fait des diagnostics de base, et puis il évolue, et il se casse la tête. Et donc, il prend des mécanismes d'apprentissage qui fait qu'il peut jumper sur des diagnostics de plus en plus compliqués. Le technicien qui va arriver aujourd'hui, il va demander le diagnostic à l'IA. L'IA, elle va donner un diagnostic qui va marcher dans 70-80% des cas. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème, il n'y aura même pas besoin de réfléchir. Donc on va aller vers la simplicité et donc on ne va pas retenir. Parce que ce qui se fait qu'on apprend, c'est quand on se casse les dents et c'est là qu'on retient les choses. Et quand tu vas arriver sur des problèmes hyper complexes, où tu vas vraiment, il va falloir toute ton expérience qui va faire que tu vas pouvoir dépatouiller tout ça. L'IA, elle ne t'apportera pas cette réponse. Et tu vas aller vers un expert qui, lui, soit il aura l'expérience antérieure à l'IA, donc comme on connaît des développeurs S400, Cobalt, voilà, des gens comme ça, pourquoi pas, ou des gens qui ont passé des étapes parce que l'IA les a aidés. Mais ça va être des personnes, je pense, des profils de plus en plus rares. Et comme tu disais, là, si je reprends le parallèle du design, peut-être la personne qui va demander un truc un peu exotique, que l'IA, elle va faire un truc lambda, elle ne va pas y arriver, elle va demander quelqu'un comme toi, qui a une expérience, qui a une vision autre qu'un truc. Parce que ça va être, tout va être nivelé, tout va être, tout va se ressembler. Si l'IA répond tout de la même manière, tant mieux. Mais moi, les capacités de l'IA, je ne les connais pas. Et peut-être qu'elles sont infinies et que finalement, elle sera vraiment meilleure que nous aussi, quoi. Pour l'instant, ça se voit que c'est une IA. Donc en effet, ça nous rassure. C'est un style qui, voilà. Ouais, mais comme les couteaux que tu disais, là, par exemple, tu vas acheter des couteaux chez à l'Aubrac. Et tu achètes un couteau, il y a des gens, ils vont mettre de l'argent pas possible pour acheter le couteau, la belle pièce, l'artisanat, etc. Alors sinon, il va acheter son couteau à Ikea et puis il aura le même que tout le monde et il coupera, voilà. C'est pas le même usage. Ouais. Si on a moins de travail et mieux payé, moi ça me va. Je pense qu'il faut essayer de voir comme ça. Faire un parallèle avec mon métier, donc Kevin. Je suis collègue de Didier, pardon. Et je fais de l'analyse de données. La question, on se connaît depuis très peu, c'est pour ça que je cherchais le prénom. Si on fait de l'analyse de données, la question qui importe, c'est les métadonnées. Savoir d'où vient la donnée et comment on a pu prouver ces données. Il y a tout un enjeu issu pour savoir comment est-ce qu'on prouve la donnée, quoi. Comment est-ce qu'on prouve nos résultats pour aider à la prise de décision? Et si on fait intervenir de l'IA demain, la grande difficulté sera de prouver nos résultats. Et c'est exactement la même problématique en sciences. Ok, on peut faire de l'analyse de données avec de l'intelligence artificielle, mais comment est-ce qu'on prouve nos résultats, quoi? Et aujourd'hui, l'IA n'est pas capable
de nous retracer le cheminement de la pensée, parce que ça implique un tas de paramètres que même l'IA n'est pas capable de démontrer. Pour l'instant. Quentin, du coup, moi je travaille à la brasserie et j'ai une. Alors ça m'a fait vos réflexions des deux côtés. Côté dev, je suis moins sachant, donc je ne saurais pas trop si ça s'applique, mais surtout côté graphique. Mais je pense que ça s'applique aussi côté dev. Puisqu'on a dit que l'IA s'était entraînée sur des données qui ont été générées par des humains, on est donc sur un spectre de connaissances qui on va dire, qui reste assez normé. On a un spectre qui est donc normé, qui est fini. Que ce soit du côté artistique ou du côté dev, est-ce que du coup les créatifs n'auront pas une nouvelle place sur les bornes et sortir de ces limites pour aller rechercher encore plus des extrémités, on va dire, dans la création, qui sortirait de cette norme sur laquelle on a entraîné ces IA? Oui, après en effet, il va falloir peut-être tirer son épingle du jeu et en effet peut-être prendre des axes différents et ça sera ensuite recopié. Oui, mais c'est un cercle vicieux. C'est marrant que tu parlais que ça t'arrangerait si tu étais mieux payé dans ta situation de créateur. Et je suis arrivé en retard, navré, mais je ne sais pas si la question économique a été abordée, mais en fait c'est hyper intéressant justement que tu parles de ça, parce qu'en fait les graphistes aujourd'hui il y en a plein, des devs il y en a plein, des créateurs ou des créatrices de contenu texte pour les différents réseaux il y en a plein. Et le but des IA, finalement, c'est de, soi-disant, ce qui est exprimé, c'est de leur apporter de l'aide, mais on constate que la production va s'accélérer grâce à ces outils. C'est un fait. Et il y a pas mal de contenus, du coup, qui vont être de moins en moins consommateurs de ressources, donc ils vont coûter moins cher. Ce qui veut dire que y a moins de gens qui vont bosser. Puisqu'en fait, il y a fatalement moins de gens qui bossent sur ces outils que de gens qui bossent sur ce qu'on fait aujourd'hui qui, soi-disant, nécessiterait ces outils demain. Donc, la partie économique, moi, en tout cas, à titre perso, ce que je dénonce, c'est pas tellement une question qu'une remarque, mais c'est qu'en réalité, il y a un profit qui est fait par la création et la mise en place de ces IA qui n'est pas du tout à destination des usagers, mais qui est à destination des créateurs de ces outils. Et puis là, pour le coup, je dis au masculin parce qu'il y a quasiment que des mecs qui créent ces outils-là. Donc en réalité, tous les métiers qui peuvent être aidés par les IA sont menacés. C'est juste, statistiquement, on ne peut pas le nier, c'est pas possible. Ça peut être une aide, mais fatalement, il y en a qui vont être remplacés. C'est déjà le cas aujourd'hui, puisque les textes de beaucoup d'articles de journaux, de magazines divers et variés sont déjà générés par des IA. J'ai des camarades qui bossent dans des entreprises de ce genre et qui ont démissionné précisément parce que l'entreprise s'est mise à utiliser des IA, qui ne voulaient pas de ça. Sauf que l'entreprise, elle s'en fout, puisqu'elle se dit c'est pas grave, puisque j'ai juste besoin de demander aux stagiaires de faire un prompt et j'ai un salaire en moins à payer dans l'année, donc ça fait un énorme gain dans la trésor. Et puis ce gain dans la trésor, du coup, il ne va pas aller dans un salaire. Il va aller dans l'entreprise. Donc finalement, le profit, de manière générale, il n'est pas aux usagers, il n'est pas à la population, il n'est pas aux gens, il n'est pas aux humains, il est pour les entreprises qui créent ces systèmes. Donc aujourd'hui, si jamais on se fait aider, il faut des solutions pour finalement faire en sorte de faire ruisseler l'intérêt. Puis on voit après, vous en avez parlé, la consommation énergétique est considérable, la récupération de l'information pour entraîner les IA n'est pas faite de façon éthique. Donc en fait, il n'y a pas de solution viable. Ouais, le seul intérêt, c'est d'arrêter l'usage. Tu soulèves quelque chose d'intéressant parce que, et c'est pour ça que j'affichais je suis très heureux que tu parles de ça, parce que c'est pour ça que j'affichais cette image. Je ne sais pas si vous connaissez le film, il est sorti cette année. Tu soulèves quelque chose qui est intéressant, c'est
finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de creuser encore plus l'écart économique, l'écart des inégalités, tous les écarts possibles et inimaginables. Chose qu'on n'a pas trop abordé ce thème-là jusque maintenant. Pourquoi je présente ça? C'est qu'en fait, sur ce film, les IA génératives ont été utilisées pour rajeunir ou vieillir les acteurs et actrices. Concrètement, ça veut dire quoi? Le résultat est bluffant. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus trop besoin de maquilleurs. Et on a des films à Hollywood qui coûtent clairement moins cher. Et là, on a deux scénarios. Je reviens sur ma thématique tirons les parallèles du passé. On a deux scénarios possibles. Le premier, c'est que vu que les films coûtent moins cher, peut-être que le cinéma va coûter moins cher, peut-être que Netflix va coûter moins cher, peut-être que tout ce qu'on va consommer va coûter moins cher. Premier scénario. Deuxième scénario, rien ne change pour nous. Mais il y a quand même de l'argent qui part quelque part. Je ne sais pas si je crois qu'on arrive un peu au bout de l'heure et demie, mais peut-être que je lance là encore une petite pierre. Scénario 1 ou scénario 2? 2. Non, mais je sais pas, on voit bien tout ce qui se passe là aujourd'hui, en politique, dans le monde, dans l'environnement, dans tout ça. Et je crois que le débat là sur l'IA, c'est juste. Tu dis oui, les fossés se creusent, c'est juste, selon moi, le reflet de la société d'aujourd'hui. Et c'est. Pardon. C'est. Voilà, ça, je pense que ça a dû coûter un Paris-Nice en train pour générer cette image. Non, mais il faut être vigilant et je pense qu'il faut juste faire appel à la conscience de chacun et pas attendre que ça vienne d'en haut. Enfin, pas attendre quoi. Non, elle a très bien résumé ce que je voulais dire. Donc, pro-éducation, vous, c'est gros warning. En gros, si je comprends bien, quand je dis éducation, c'est prenons cet outil, voyons les dangers. Donc, on a des avis plus tranchés là-bas où c'est le boycott, carrément. Non, mais comme je le disais en intro, moi je reste mitigé. Je pense pas qu'on puisse dire non, il faut pas utiliser l'IA. C'est un petit peu, de mon point de vue, contre-intuitif. C'est une super évolution. C'est comme si on disait non à toute évolution. Oh, mon Dieu, c'est génial, ça révolutionne plein de choses. Ouais, mais c'est beaucoup trop, ça fait peur, donc non. Apprenons plutôt à l'utiliser, peut-être à moins l'utiliser, mais à l'utiliser à bon escient plutôt que de le refuser totalement. Ça sera mon mot de la conclusion. Si je reviens sur l'industrie du cinéma, il y a une autre question qui est intéressante. C'est qu'à l'époque des premiers Star Wars, c'était un nain qui était dans R2D2, c'est ça le... On dit pas nain, on dit personne de petite taille, Fabien. C'était une personne de petite taille. On peut considérer que c'est... Alors certes, ce monsieur, il avait un job, mais on peut considérer quand même que c'est assez humiliant, parce qu'en plus, il tournait... je sais plus, au désert de Djerba ou je ne sais où, sous 50 degrés, dans une espèce de machine. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce gars-là, il a été remplacé par la 3D. Là, c'est encore un autre parallèle qu'on peut tirer. Qu'est-ce qui vaut mieux pour nos sociétés futures? Est-ce qu'il vaut mieux qu'on ait tous des jobs ultra gratifiants soit de curateurs, d'experts, de je ne sais quoi? Ou est-ce qu'il vaut mieux, au contraire, se taper... je sais pas, dans certains cas, ça peut être... Est-ce que c'est bien de se faire remplacer par une 3D? Tout dépend si on adapte la société derrière. Parce que si on se retrouve dans une société où on fait que le profit et tant pis pour les individus, peut-être que cette personne de petite taille n'a jamais pu trouver de boulot derrière. Mais si on a adapté la société pour qu'elle puisse quand même subvenir à ses besoins sans qu'elle ait à travailler dans des jobs dégradants, là, ça peut être une solution éventuellement. C'était peut-être pas dégradant après, je sais pas. Peut-être que c'était une passion. Ouais, pour réagir juste, c'est ça, c'est la réalité économique qui va décider de tout ça. C'est que, quoi qu'il arrive, nos métiers, je pense qu'on n'aura pas d'autre choix que d'utiliser l'IA parce que nos concurrents vont l'utiliser. Et sauf si tout le monde a le même mindset, tout le monde pense la même chose et tout le monde arrête d'utiliser l'IA. Sinon, quoi qu'il arrive, en fait, à partir du moment où nos concurrents vont utiliser l'IA, ils vont gagner du temps, ils vont vendre des projets moins chers.
forcément, nous, on n'aura pas d'autre choix que de l'utiliser ou du moins de vendre moins cher, et donc soit à perte, soit de l'utiliser. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est pour ça que Mathilde, tu parlais d'éducation, c'est que si les prochaines générations, elles ont l'éducation de utiliser à bon escient l'IA, ça sera toujours mieux que là où tout le monde l'utilise n'importe comment. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a des métiers qui vont disparaître parce que la réalité économique fait que les gens voudront faire des économies, ce qui se comprend aussi. Et donc on n'aura pas d'autre choix que de suivre l'économie et les différents budgets des clients. Non, mais dans ce que tu dis, c'est plus. On en est à un niveau où on fait. Alors, oui, c'est le but de faire du profit, mais si c'est à défaut de l'humain, je sais pas. Pardon. Mais oui, je vis chez les bisounours, mais des fois, ça fait du bien. C'est intéressant que tu reparles de profit. Je vais faire le relou et je vais reparler économie. C'est le parallèle qu'on a avec le passé, qui était dans la slide tout à l'heure, est intéressant, puisque dans le passé, on a eu beaucoup de révolutions techniques, beaucoup de révolutions technologiques. Et en fait, chaque révolution, on a toujours eu des gens qui étaient contre, qui disaient c'est trop, on a peur. Et c'est ce que tu disais, Bernard, hein, c'est pas parce qu'on a peur qu'il faut arrêter. Et on a eu toujours l'autre côté qui disait c'est une révolution, il faut qu'on s'en serve, il faut qu'on profite, au nom de l'innovation, c'est-à-dire la sacro-sainte innovation qui nous est scandée partout, parce qu'aujourd'hui, on a des systèmes, des techniques et une intelligence collective qui permettent de créer des outils absolument incroyables, comme le sont les IA, mais comme l'est Internet aussi, mais comme le sont toutes les révolutions au niveau de l'humanité. D'ailleurs, il y a plein de gens, j'aurais pas le temps de poser la question à tout le monde, mais il y a plein de gens qui ont des définitions différentes de ce que sont les plus grandes révolutions de l'humanité. Il y en a pour qui c'est Internet, il y en a pour qui c'est l'imprimerie, d'autres pour qui c'est les télécommunications en général. Enfin, voilà. Petite perso, je pense que c'est l'agriculture, parce que c'est ce qui a fixé notre sédentarité et qui a créé les systèmes sociaux. Toujours est-il que, en fait, il y a un moment donné où chaque évolution s'est parée d'une belle auréole scintillante pour dire on va rendre l'humanité meilleure ou faire du bien à l'humanité, ou les deux. Parce que ce sont pas les mêmes choses. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a des constats qui sont faits, justement, dans le passé, sur des évolutions techniques qui apportent énormément de choses positives, mais qui apportent aussi énormément de choses négatives. L'exemple de l'agriculture est parlant, puisque c'est la première grande avancée de l'humanité, l'agriculture. Et en fait, on se rend compte, quand on étudie un peu l'anthropologie, il y a pas mal d'anthropologues qui ont travaillé sur le sujet, l'agriculture nous a apporté plus de nourriture, mais la sédentarité liée à l'agriculture a apporté aussi plus de maladies. Donc on a pu se reproduire bien plus facilement, et on était de plus en plus nombreux, mais beaucoup plus souvent malades, donc en moins bonnes conditions. Et en fait, si on fait le constat aussi avec l'imprimerie, ça a permis de diffuser énormément d'informations, ce qui est primordial pour pouvoir apprendre des choses, étudier, ça a fait avancer la science. Mais en même temps, ça a aussi propagé énormément d'informations fausses ou d'informations illusoires, ou plus facilement les religions aussi, et donc qui a instillé beaucoup plus de conflits entre les humains. Donc, encore une fois, un bilan très très mitigé, pour pas dire négatif. Et pareil, Internet. Il y a souvent des mèmes qui circulent pour dire Internet, on pensait que ça permettrait d'améliorer l'humanité parce que l'humanité aurait accès à l'information partout, tout le temps, et finalement, c'est pour que Billy, aux États-Unis, nous dise que la Terre est plate. Donc en réalité, on constate à chaque fois des effets positifs et des effets négatifs. Donc plutôt que de se baser sur la production pour savoir si l'humanité a vraiment avancé, ce qui est fait aujourd'hui, les indicateurs économiques de la valeur du succès et de la croissance sont basés sur le PIB. Donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on produit ? Et bien si on changeait un peu ce système-là et qu'on se basait sur le bonheur des gens, on constaterait que le bonheur n'est pas du tout en croissance. On constaterait que le bonheur est proportionnellement, on va dire, descendant par rapport à l'avancée du confort, à l'avancée de l'accès aux biens, aux connaissances. Typiquement, on constate beaucoup plus de dépression chez les personnes qui ont des doctorats que chez les personnes qui n'ont pas de diplôme ou des diplômes moins longs ou qui sont plus dans des métiers qui sont moins intellectuels. C'est-à-dire que la connaissance, finalement, c'est une corrélation. La connaissance apporte des difficultés sociales, intellectuelles, psychologiques. Et les IA, c'est juste aujourd'hui la consécration de tout ça.
C'est l'avancée technologique la plus grande qu'on ait à ce jour, puisqu'on n'a jamais réussi à faire un truc aussi grand, à aussi grande échelle et aussi rapidement. Et ben, au vu de ce qu'il y a eu dans le passé, justement, la partie 3 que tu donnais, et ben, prenons les leçons du passé pour essayer d'envisager ce que va nous faire l'IA par rapport à ce que nous ont fait toutes les autres technologies qui n'ont été instillées que par des systèmes relativement élitistes basés sur le profit de certains et pas sur le bonheur des gens. Bon, j'espère que le moral est toujours bien haut chez tout le monde. Et pour répondre rapidement à ce que tu soulèves, il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'on ne comprend pas ce que font les IA génératives. Et il y a même un domaine de recherche qui s'est créé, qui est l'interprétabilité, où des chercheurs en fait tentent de comprendre, d'interpréter et d'expliquer les décisions des IA et leurs réponses aux demandes qu'on leur fait, parce que on n'est plus capable aujourd'hui de déterminer ce qu'elles font exactement en interne, du fait du deep learning, comme on expliquait au début. Enfin, c'est de vrai que des fois, l'apprentissage automatisé. Des fois, ça déraille, effectivement. Et ce qui est compliqué, effectivement, c'est de faire en sorte que ça déraille pas trop. L'heure passe et on va devoir conclure. J'ai une dernière question pour justement conclure. C'est que, alors, effectivement, il y a plein de choses qui ont été dites et ce qu'on peut retenir, c'est que l'IA, c'est quelque chose qui nous dépasse finalement. On ne va pas ce soir refaire le monde et je ne vais pas vous demander, ok, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que... Bon, ça servirait pas à grand-chose. Là, je pense que ce qui nous intéresse, c'est concrètement, on ressort de cette salle avec quoi ? Je recentre juste un peu le sujet sur effectivement l'IA générative et pas l'IA au sens large. Concrètement, l'IA générative, on en fait quoi, selon vous ? Est-ce qu'on propage de l'information et on essaye de... est-ce qu'on s'en sert, est-ce qu'on s'en sert pas ? En sachant que le monde avance, qu'on le veuille ou non, le monde avance et le monde avance avec. Donc concrètement, c'est quoi votre position là, en sortant de la salle ? Qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on a envie de dire aux autres ? Il ou le deuxième ? Ce que tu disais, Sylvain, je pense que quoi qu'il en soit, on va se faire embarquer là-dedans. Et, on pourra pas s'en passer, on ne pourra pas détourner le regard de toute manière. Donc on va foncer dedans, tête baissée, comme beaucoup de gens, quoi. Est-ce que ça veut dire concrètement que d'ores et déjà vous anticipez d'apprendre de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, ou est-ce que c'est un refus catégorique et advienne que pourra ? Non, je vais y aller à reculons, mais je pense que progressivement je m'y mettrai. Moi, j'espère devenir l'un de ces artisans qui pourra continuer de s'en passer. Okay, donc toi, tu veux résister jusqu'au bout ? En tout cas, c'est exactement pour ça que je les utilise toujours pas, actuellement. Mathilde ? Comme Manuel, après à reculons, non, parce que ça m'intéresse. Je pense qu'il faut savoir, il faut connaître comment ça marche, et après choisir d'en faire son outil ou pas. Mais par contre, on peut pas ne pas être au courant. Et oui, si, on peut passer à côté et tout, mais du coup, comme toi, je pense, mais c'est encore vraiment particulier. Ça dépend tellement des corps de métier et des choses qu'on fait. Je pense que c'est propre à chacun et c'est propre à chaque métier. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, j'en ferai un outil, mais je ne le laisserai pas apprendre mon taf. Oui, ça dépend peut-être aussi en effet des clients ou du public qu'on peut avoir en face. Toi, Axel, si tu bosses dans l'édition, dans la littérature ou dans le jeu de plateau, j'imagine qu'en face, c'est pas la même exigence que mes clients, quoi. Moi, mes clients, ils s'en fichent de savoir comment ça a été fait. Pas tous. Je pense que certains sont attachés à ce que ça soit moi qui l'ai fait. Mais je pense que j'ai certains clients, ils veulent juste un rendu, ils veulent juste une réponse. Toi, en effet, voilà, dans d'autres domaines, peut-être le domaine de la création, littérature, etc., peut-être qu'en effet, il n'y a pas le même regard là-dessus. Et du coup, peut-être que toi, tu peux envisager, en effet, que c'est ta patte que les gens voudront, quoi. Qui est un humain derrière, quoi. En tout cas, tant qu'on aura le public qui demandera des œuvres créées par des humains, ce sera mon cas. Pour la suite, je ne sais pas trop. Peut-être que dans 10 ans, 20 ans, tu seras le dernier... Moi, j'avoue que dans mon cas, s'il n'y avait pas tous ces enjeux écologiques et tout, je prendrais bien le rôle de curateur et de manager un peu les bonnes IA aux bonnes ressources, parce que
dans mon cas, je me dis qu'au final, le moment où j'apporte un peu le plus de valeur à mon client, c'est pas forcément dans la conception, mais plus dans la réflexion et la stratégie, et qu'au final, la conception pourrait être très bien faite par n'importe qui d'autre que moi. Mais la réflexion que j'ai, par exemple, à essayer de faire percer une entreprise sur son marché ou des trucs comme ça vient pour le coup que de moi. Mais la conception derrière pourrait très bien être faite par un autre mec, que ça marcherait tout autant, quoi. Donc toi, c'est plutôt un sujet d'investissement dans lequel tu as envie de Bah, upgrader. je suis quand même mitigé, tu vois. Enfin, je vais pas utiliser ça à outrance non plus, mais je vais continuer d'utiliser, par exemple, comme je disais au début, sur des sujets que je sais pas, que j'ai pas le temps d'investir pour le moment. Ok. Sylvain? Ouais, moi, un peu comme Simon, s'il n'y avait pas toute la partie environnementale, c'est un truc que j'utiliserais beaucoup. Je pense que j'utiliserais déjà plus s'il n'y avait pas toute cette partie-là. Moi, j'utilise déjà... j'utilise, mais pas de manière automatique pour faire du code. Donc moi, le code, quand je fais un site ou quand je fais une app mobile, je fais le code. C'est vraiment quand je bloque ou quand la documentation... j'ai suivi une documentation sur un outil et que là, je bloque. Où du coup, je vais avoir le réflexe de me dire, bon, bah, la documentation ne me suffit pas, je vais demander à l'IA en me mettant l'erreur et en me disant, bah, Google m'a pas répondu de manière correcte, donc je vais essayer de voir si l'IA, en fait, ça devient une alternative à Google, mais le réflexe, je ne l'ai pas encore et je pense que, c'est mieux que je ne l'ai pas d'ailleurs parce que en général, elle me donne une réponse qui n'est pas 100% concluante. Des fois, elle oriente mes choix. Elle oriente mon code, mais dans tous les cas, c'est pas elle qui me génère des gros morceaux de code. En général, c'est vraiment sur des sujets bien précis, sur des choses bien précises. Mais après, ouais, en temps normal, je l'utiliserai pas régulièrement. Je l'utilise plus avec parcimonie. Et après, il y a des choses où l'IA générative est bien, notamment, je pense, pour les sites internet, notamment pour la génération de fiches produits, des choses comme ça, où malheureusement, il y a le métier de rédacteur, où c'est un vrai métier actuellement, où il y a des gens qui passent du temps pour rédiger des textes SEO, tout ça. Et c'est ce que tu disais, il me semble, sur les rédactions de magazines et tout. C'est des métiers qui, à mon avis, eux, vont être voués à disparaître ou du moins à être diminués en termes de gens qui font ce métier-là parce que l'IA devient de plus en plus forte, je trouve, là-dedans. Et voilà. Ok, donc tu investirais plutôt dans l'IA plutôt que... J'investirais dans l'IA, mais pas de manière... pas les yeux fermés. Et c'est vraiment... l'IA, c'est bien, mais il faut savoir l'utiliser. Et c'est pas 100% fiable. Et ouais, je pense qu'il faut... C'est bien, mais il faut s'en méfier quand même. Ok. Moi, de mon côté, le train est déjà parti de deux choses l'une. Soit on le prend en marche, soit on se le prend dans la figure. Je pense qu'il vaut mieux le prendre en marche, tout en, comme tu le disais, Sylvain, tout en faisant attention aux dérives que ça peut créer. C'est pas une vérité absolue, c'est pas la source de vérité, c'est un nouveau média. Apprenons-le à l'utiliser correctement et de façon saine. Ouais, ton analogie est très bonne parce qu'effectivement, c'était un peu le sens de ma question. Je vous ai laissé parler, mais c'était le sens de ma question, c'était est-ce qu'on investit ou pas dans l'IA ? En fait, est-ce qu'on se dit, bah tant pis, je fais un autre parallèle, un dernier parallèle, après promis, on s'arrête et on vous libère. Un parallèle assez intéressant, c'est la libération de l'homme. Alors, on parle beaucoup de la libération de la femme. Vu qu'on est en novembre, on va parler de la libération de l'homme. Là, vous ne savez pas où est-ce que je vais vous emmener. Je vais vous emmener avec le métier de chapelier. Et avant, alors j'ai pas les dates exactes, et je ne sais pas de quand on peut remonter la libération de l'homme en France et en Europe. Avant, tous les hommes devaient sortir avec un chapeau. C'était une obligation, sinon c'était très mal vu. Donc il y avait un chapelier dans chaque village de France. Il y avait un chapelier. Et à un moment, on a commencé à parler d'idées un peu progressistes en se disant mais pourquoi on doit porter un chapeau en tant qu'homme quand on sort dehors, c'est assez bizarre. Et à ce moment-là, il y avait deux positions, encore une fois, et je pense qu'on est potentiellement à cette étape-là. Il y avait deux positions de la part des chapeliers. Il y avait « ça n'arrivera jamais, moi je resterai chapelier, point barre »,
Ou alors, il faut peut-être que je commence à envisager de faire un autre métier. Donc ma question, elle était plutôt là, c'est est-ce que vous voulez... Donc j'ai eu un peu les réponses quand même. Axel, c'est le chapelier fou. Il veut rester chapelier et il fera des chapeaux toute sa vie. Et il y aura toujours des gens pour acheter des chapeaux, c'est vrai. Maintenant, il y aura effectivement pas de place pour tout le monde. Et là, sinon, à part toi et je pense toi, Alex, également, de ce que j'ai compris, vous voulez continuer de fabriquer vos chapeaux de manière traditionnelle et artisanale. Les autres, vous êtes plutôt plus ou moins excités de le faire et volontaires de le faire, mais vous êtes plutôt dans j'envisage potentiellement de faire autre chose. C'est ça? On a une majorité. C'est pas envisager de faire autre chose, mais de le faire différemment. Ouais, c'est certain. Oui, pardon. Pas de faire autre chose, mais d'évoluer avec comment le monde évolue. Parce qu'on peut aussi avoir une tendance totalement inverse avec une législation qui tombe du jour au lendemain et plus d'IA. C'est pour ça que la question, elle est un peu différente des idées progressistes de la libération de l'homme. La question, c'est faut-il investir dans l'IA? Parce qu'effectivement, ça peut tomber à tout moment. Bernard, il y a Axel qui... Et ce sera le mot de la fin, comme ça, on s'arrête. Bon, pour le mot de la fin, si une législation tombe, vu les sommes d'argent qui sont investies actuellement dedans, je doute que ce soit contre les IA qu'elles tombent, les législations. Voilà, c'est tout. Merci pour le mot de la fin. Donc, on investit sur l'IA. Majoritairement, il y a des gens qui disent on investit sur l'IA. Générative, pardon. Plus ou moins. Non, mais ok. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Quentin? Du coup, je réagis simplement sur la notion de législation, parce qu'on avait pu l'aborder sur une autre conférence à la brasserie, sur l'IA et l'environnement. Et que la conclusion de cette conférence, c'était plutôt que de toute façon, c'est de la législation internationale, que si un pays légifère, l'autre pays ne légiférera peut-être pas, qu'on a des modèles qui sont du coup internationaux, hein, autant Mistral que ChatGPT ou sur un autre modèle, et donc une législation internationale, du moins là où le débat s'était arrêté lors de cette conférence, c'est comme pour toute législation internationale, on est très fort pour se rencontrer et discuter, on est un peu moins fort pour vraiment mettre les choses en place sur le long terme. Donc une législation, je ne suis pas certain. En revanche, une des pistes qui reste ouverte et sur lequel l'espoir est permis est effectivement l'éducation, je pense. Avec un permis à la fin d'un parcours d'initiation, d'éducation. Il y aura les deux, mais voilà. Comme ça, il y a un peu d'espoir dans le... Bien, merci tout le monde. Je pense qu'on peut applaudir nos experts qui ont partagé leurs avis. C'est pas un exercice facile. Je sais pas si Léo ou Quentin ou quelqu'un de la brasserie veut le micro pour le mot de la fin, ou est-ce que... c'est pas obligé, c'est... Résumons en 2 mots, il ne faut pas faire une confiance aveugle en l'IA. On reçoit énormément de contenu généré par des IA. Par exemple, à la brasserie, c'est quelque chose qui se remarque très vite. Alors l'usage, il ne faut pas faire une confiance aveugle dans ces outils et toujours remettre en cause ce qu'on pense à la base avant de profiter des autres pour créer à notre place. On peut boire un coup si vous voulez, on n'a pas beaucoup à boire, mais merci infiniment pour ce host, c'était super. J'ai encore plus de questions qu'avant et on pourra en refaire un de ces moments. Merci Fabien.